Voilà, bonjour à tous. Territoire d'info, deuxième partie de la matinale d'info de Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, les Indés radios, 130 radios indépendantes sur tout le territoire français qui sont nos partenaires et avec TV5 Monde. Ce matin, notre invité politique en direct, c'est Aurore Berger. Bonjour, merci d'être là. Vous êtes députée La République En Marche des Yvelines et pour vous interroger à mes côtés ce matin, bienvenue, un nouvel intervieweur, co-intervieweur de cette matinale, Marcelo Westfred du Figaro pour Public Sénat. Merci d'être là. Bonjour Marcelo. Et Pascal Jalabert, qui dirige le bureau parisien de 9 journaux de la presse quotidienne régionale. C'est le groupe EBRA. Il est là pour le Progrès de Lyon ce matin. C'est un régulier, habituel, intervieweur et débriefeur de cette matinale d'info. Aurore Berger, on démarre tout de suite avec le résultat des élections partielles ce week-end dans le Val d'Oise. C'est des élections législatives, bien sûr. La République En Marche est en tête. Et dans le territoire de Belfort, c'est le LR qui est en ballottage favorable. On note une très faible participation. Le PS a quasiment disparu. La France Insoumise est plutôt haut. Est-ce que ça vous inquiète, cette configuration politique liée à ces législatives partielles ? On sait toujours que lors des élections partielles, on a une participation qui est beaucoup plus faible que lors des élections plus traditionnelles, ce qui est logique au regard de la publicité qui est faite des élections. Donc ça, c'est pas, malheureusement, on peut le regretter, mais on s'est un peu habitué à ce fait-là. On voit en effet, vous le disiez, une quasi-disparition du Parti socialiste et le territoire de Belfort, c'est quand même assez notable. Mais la France Insoumise plutôt haute, hein ? De fait, en fait, tout le monde baisse. Quand on regarde par rapport aux dernières élections, tout le monde perd en nombre de voix. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que le FN perd aussi en nombre de voix, ce qui n'est pas l'habitude lors des élections partielles, où en général le Front National progresse aussi en nombre de voix. Donc là, c'est pas le cas. Ce qui est plutôt pour moi une satisfaction de voir le Front National reculer, y compris lors de partielles. Marcelo Westfred. Alors ce week-end, on a assisté au Conseil national des Républicains. Vous êtes une transfuge des Républicains. On a vu une Valérie Pécresse, par exemple, qui a été huée. Il y a eu un spectacle assez électrique. Alors quel regard vous portez sur l'évolution de votre ancienne famille politique ? C'est une évolution que je regrette parce que je pense que c'est pas bon pour la démocratie d'avoir une radicalisation qui s'exprime des principaux partis qui ont rythmé la vie politique pendant les dernières décennies. Après, c'est quelque chose qui me paraît logique au regard de celui qui dirige aujourd'hui le parti. Laurent Wauquiez, il est la résultante d'un rétrécissement progressif de la droite. Il l'exprime de manière très claire. Il ne veut pas ouvrir la droite. Il ne veut même pas l'ouvrir à celles et ceux qui étaient ses concurrents lors de l'élection interne, alors qu'il avait dit qu'il le ferait. D'ailleurs, ceux qui parlent le mieux de Laurent Wauquiez, c'est ceux qui sont encore au sein des Républicains et qui disent que finalement, Laurent Wauquiez n'a réussi le rassemblement que de ceux qui pensent la même chose que lui. Oui, alors quand on regarde ce premier rang au Conseil national des Républicains, on a un alignement de messieurs, de barons, cravatés, galonnés. On les voit derrière vous, Pascal Jalabert. Voilà, on les voit derrière. Quand on regarde au Parti socialiste, on a 4 candidats qui sont aussi des hommes, qui n'ont connu que la vie politique et que le PS dans leur carrière. Bon, la diversité, la parité, le renouvellement, c'est pas vraiment ça. Comment on peut faire pour y arriver et rapprocher la politique du citoyen ? Quand on a vraiment envie d'y arriver, on peut le faire. Nous, dans le groupe parlementaire auquel j'appartiens, il y a 47% de femmes. Ça veut bien dire que la parité, on peut la réussir si on le veut vraiment. Mais pour ça, il faut déjà investir des femmes et puis aussi les investir dans des circonscriptions où elles peuvent gagner. Ce qui a rarement été le cas dans un certain nombre de partis qu'on a pu connaître. Et c'est vrai que cette image, elle est assez frappante de décalage par rapport à ce que les Français ont souhaité pour 2017, quand ils voulaient du renouvellement. Je pense qu'on peut clairement dire que c'est pas le renouvellement qui s'exprime, de la parité, de la diversité. Là encore, c'est pas le cas, mais vraisemblablement, ça ne les gêne pas de renvoyer cette image-là, parce que peut-être qu'ils perçoivent pas le décalage que cela représente avec les Français. Alors il y a un an exactement, on est le 29 janvier, jour pour jour, c'était l'élection de Benoît Hamon à la tête, à l'issue de la primaire du Parti socialiste. Est-ce que ça reste pour vous, qu'est-ce que vous en pensez comme outil de désignation ? Est-ce qu'il a encore un avenir ? J'ai l'impression que les dernières élections ont prouvé que, en tout cas, la primaire n'était pas le meilleur moyen de qualifier avec assurance son candidat pour le second tour de la présidentielle. Or, la primaire, c'était ça au départ. C'était la garantie de permettre une participation très large afin que le candidat de son parti soit qualifié. Donc clairement, si c'était ça l'objectif, il n'a pas du tout été atteint en 2017. Ça a plutôt été des primaires, non pas d'ailleurs de sélection, mais d'élimination.
de manière très claire. À droite, on a éliminé des candidats. À gauche, ça a été pareil. François Fillon a été désigné sur une adhésion à son discours. Moi, je suis pas certaine. Je suis pas certaine qu'il y ait une adhésion sur le discours de François Fillon. Et d'ailleurs, ça se sentait assez vite après la primaire, où on voyait que finalement, les Français découvraient le discours et les propositions de François Fillon. Je me souviens notamment sur la question de la santé, de l'assurance maladie, où on voyait François Fillon très vite décrocher dans les sondages, non pas sur la question des affaires, qui sont intervenues un petit peu après, mais sur la question de son projet. Parce qu'il y a eu des ambiguïtés pendant la primaire, à mon avis, assez claires à l'égard, en tout cas, de sa candidature. Finalement, c'est plus simple à La République En Marche. Il y a un chef et puis il désigne le patron du parti, il fait des investitures. De notre côté, est-ce que tout ça, ça manque pas un peu de démocratie? Est-ce qu'il ne faut pas trouver quelque chose entre les deux? Sur la désignation d'un candidat à la présidentielle, moi j'ai toujours plaidé, et j'étais pas la seule, pour que quand vous avez un président de la République en exercice sortant qui souhaite se représenter, il subisse pas la primaire. Et vu ce qui s'est passé à gauche, je pense que tout le monde aurait été, est conscient aujourd'hui qu'il aurait été grotesque que François Hollande, par exemple, se plie à l'exercice de la primaire. Donc quand vous avez un président de la République en exercice qui souhaite se représenter pour son deuxième mandat, lui infliger la primaire, je pense que c'est une très mauvaise idée par rapport à ce que veut dire l'élection présidentielle, qui n'est pas l'élection d'un parti politique. Et d'ailleurs, on l'a prouvé au sein de La République En Marche. Aurore Berger, la prochaine échéance, ce sont les européennes en 2019. Christophe Castaner, qui est le délégué général de votre mouvement, En Marche, la République En Marche, souhaite carrément un rassemblement qui irait de Cohn-Bendit à Alain Juppé. Qui pour l'incarner? Quel profil? Je pense qu'on a encore un petit peu de temps pour décider quel est le profil. Par contre, l'idée d'avoir un vaste rassemblement me paraît extrêmement utile. Et on l'a bien vu, le vrai clivage, il est peut-être là. On l'a ressenti pendant l'élection présidentielle où finalement, le seul candidat qui incarnait une ligne qui était une ligne pro-européenne, ce qui représentait à l'époque un risque. Tout le monde lui disait surtout, il ne faut pas prendre ce risque-là, c'était Emmanuel Macron. Tous les autres avaient une forme d'euroscepticisme, en tout cas, qu'ils déguisaient parfois sous une volonté de réforme de l'Union européenne, mais on sentait quand même un scepticisme très fort. Donc, que justement l'élection européenne soit un moment pour clarifier la position de la France sur ces enjeux-là, ça me paraît important. Donc, qu'il y ait un rassemblement large, je pense qu'on y sera très favorable. C'est Aurore Berger, députée La République En Marche des Yvelines, qui est l'invité politique de Territoire d'Info ce matin sur Public Sénat. Trou d'air pour Emmanuel Macron, Aurore Berger, qui perd des points sur plusieurs sondages, moins 5 points dans le sondage Odoxa pour l'Express. Comment l'expliquez-vous? Est-ce que ce sont les dernières semaines agitées de polémiques qui parlent là? Sondage. Je ne pense pas qu'il y ait un trou d'air. Il y a 2 semaines, vous m'auriez demandé de commenter le fait qu'il remontait de manière importante dans les sondages et qu'il n'y avait pas un président de la République qui était aussi haut à ce moment-là de sa vie présidentielle. Non, c'est une tendance, c'est donc sondage, vous savez, si on les commente chaque semaine, ça peut être assez vite contradictoire. Donc je ne pense pas qu'il y ait de trou d'air. Je pense qu'au contraire, il y a à la fois les Français lui donnent crédit du fait de tenir les engagements qu'il a pris devant eux. Ça, c'est très clair et ça se ressent d'ailleurs, pour le coup, dans les enquêtes d'opinion. Quand on demande la principale caractéristique et pourquoi les Français lui feraient confiance, c'est avant tout parce qu'ils tirent les engagements. Je pense qu'ils lui font crédit aussi de prendre des décisions. Pareil pour le Premier ministre, qui ont été souvent reculées. Je pense à Notre-Dame-des-Landes en particulier. À un moment, il y a une décision qui a été prise alors qu'elle avait été repoussée pendant des dizaines d'années. Donc ça, je pense que ça, c'est quelque chose qui est un socle, en fait, très, très important pour le président de la République et pour le gouvernement. Puis ensuite, il y a des mesures qui progressivement vont être visibles des Français. La fiche de paye, par exemple, au mois de janvier, ça, c'est une mesure concrète qui va être palpable directement par les salariés. Pascal Gelabert. Oui, vous l'avez dit, la fiche de paie, elle arrive cette semaine. Mais bon, il y a quand même la hausse de la CSG, puis le diesel qui augmente, le gaz qui va augmenter la semaine prochaine, le timbre qui augmente, les retraités qui, eux, ne vont pas bénéficier des baisses de charges. Au fond, est-ce que cette baisse ne vient pas aussi d'inquiétude sur le pouvoir d'achat ? La hausse de la CSG, on l'a assumée pendant la campagne présidentielle, la campagne législative. C'est sûr que ce n'était pas l'argument le plus facile. Moi, je me souviens pendant la campagne où forcément ça générait des inquiétudes, ce qui est légitime quand vous dites aux gens que de fait la CSG va augmenter. Personne n'est favorable à une hausse. Le prix du timbre, Par le contre, gaz. Je finis juste. La CSG, pourquoi on l'a augmentée ? Pour permettre aux Français qui travaillent de gagner plus à la fin du mois en baissant les cotisations sociales. Il faut savoir aussi ce qu'on veut. On nous dit en permanence qu'il faut être extrêmement vigilant sur la dépense publique, qu'il faut être vigilant sur le fait de baisser notre déficit, notre dette publique. Donc à un moment, on fait des choix. On fait le choix d'augmenter la CSG faiblement,
de manière à baisser les cotisations sociales pour que celles et ceux qui travaillent gagnent plus à la fin du mois. Donc pour moi, c'est une politique qui est équilibrée et qui se ressent. Et puis il n'y a pas que ça, qui est une augmentation du pouvoir d'achat. Moi, je pense notamment à ceux qui sont les familles les plus défavorisées, les familles monoparentales, qui voient les frais de garde pour leurs enfants qui augmentent. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental quand on veut plus de justice dans notre pays. Alors on parle fiche de paix, le ministre en charge de tout ça, c'est Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics. Il fait face actuellement à une plainte pour viol. Il y a une enquête préliminaire qui a été ouverte. Est-ce que, dans ces conditions, il peut rester au gouvernement le temps de l'enquête ? Déjà, le Premier ministre a édicté une règle qui est très claire, qui est à partir d'une mise en examen, vous n'êtes plus en capacité, ne serait-ce que pour organiser votre défense, d'être sereinement au sein du gouvernement. Ce qui n'est évidemment pas le cas aujourd'hui du ministre Gérald Darmanin. Ensuite, sur ces questions-là, moi je l'ai toujours dit, j'étais très favorable à tout le mouvement qui permettait que la parole des femmes soit enfin beaucoup plus entendue. Par contre, il ne faut pas que la présomption d'innocence soit balayée demain par une présomption de culpabilité. Gérald Darmanin, aujourd'hui, il bénéficie de la présomption d'innocence comme tous les Français dans ce genre d'enquête. En plus, c'est une ouverture d'enquête dont on sait qu'elle est mécanique à partir du moment... Elle est mécanique. Oui, mais François Bayrou, Madame Goulard... on fait le choix aussi à un moment de partir. Aurait pu en bénéficier aussi de cette présomption. Ils sont partis sans être mis en examen. Et François Bayrou, il a d'ailleurs expliqué régulièrement depuis, il a fait le choix de partir parce qu'il considérait qu'en tant que garde des Sceaux, c'était compliqué pour lui de rester. Il avait une position aussi qui était particulière au sein du gouvernement. Ils ont fait un choix avec Sylvie Goulard et d'ailleurs, il le réexplique aujourd'hui de manière très claire. Encore une fois, si on veut que la parole des femmes soit écoutée, alors il ne faut pas non plus que la présomption d'innocence devienne une présomption de culpabilité. Sinon, on ne vivra plus dans un état de droit. En tout cas, moi, ce n'est pas le pays dans lequel je veux vivre. À ce propos, la garde des Sceaux s'est exprimée sur le cas Darmanin, mais elle s'est aussi exprimée sur les Français qui sont prisonniers en Irak, en Syrie. Est-ce qu'il n'y a pas eu changement de pied? Au début, c'était on laisse les pays se débrouiller. Et aujourd'hui, on dit s'il y a la peine de mort, on va peut-être intervenir. Alors, quelle est la position et vous, qu'en pensez-vous? La position de la France, elle est différente aussi en fonction des relations diplomatiques qu'on a avec ces différents pays. Par exemple, en Syrie, aujourd'hui, on n'a plus de relations diplomatiques avec ce pays. Donc, ça passe par des associations humanitaires, notamment qui y travaillent. En Turquie, en Irak, les questions sont encore une fois différentes. Donc, ça s'apprécie en fonction de l'état de nos relations diplomatiques. Ça s'apprécie aussi en fonction des cas particuliers. C'est pas la même chose si vous êtes un adulte qui a fait le choix de partir, de s'embrigader, de se retourner contre son pays et de commettre ou de participer à des actes terroristes. Et si vous êtes un enfant, évidemment, et on a quelques dizaines d'enfants qui doivent pouvoir bénéficier de la protection de la France, rentrer et puis bénéficier aussi de la déradicalisation. Les adultes, il faut les laisser là-bas alors ? S'il y a des garanties qui permettent qu'ils puissent être jugés sur place, oui. Ne serait-ce que parce que pour certains d'entre eux, ils ont commis des crimes sur place et que les personnes sur place qui en ont été les victimes doivent pouvoir aussi bénéficier de la justice. Marcelo Vestal. Sur un autre sujet, vous faites partie d'un groupe de députés qui est en train de réfléchir sur la question de l'audiovisuel public. On sait que le président Macron veut absolument lancer des grandes réformes. Qu'est-ce que vous proposez, vous, en matière d'évolution de la radio publique et de la télévision publique? Alors, pour l'instant, c'est un groupe de réflexion qui a été lancé. Donc, je ne vais pas vous dire dès maintenant les conclusions qui sont les nôtres. Ce qui est une certitude, c'est qu'il ne faut pas, à mon avis, se focaliser sur la question de la gouvernance. Alors, en général, elle provoque beaucoup de débats dans les médias. Elle polarise l'attention. La nomination du président, la question des modalités de sélection. Aujourd'hui, nommé par le CSA. Hein, c'est ça, nommé par le CSA. Est-ce qu'il faut demain que ce soit par un conseil d'administration devant lequel les présidents des télé et radios publiques seraient responsables? Toutes ces questions-là, elles doivent être posées. C'est ce que font les Anglais. Les questions doivent être posées, mais le problème, c'est que dès qu'on parle de la question de la nomination et de la gouvernance, ça polarise toute l'attention et on ne parle pas des enjeux qui, à mon avis, sont importants, qui sont quels sont les contenus que les Français sont en droit d'attendre, parce que c'est de l'argent public, tout simplement, qui finance la télévision et la radio publique. Donc moi, je pense que c'est sur ça qu'il va falloir qu'on puisse travailler, c'est-à-dire quels sont les contenus et puis quels sont les publics aussi qu'on a envie d'aller pouvoir toucher. On sait que les publics, par exemple, de la télévision sont assez vieillissants aujourd'hui. Comment on fait pour aller toucher des nouveaux publics? On parle en permanence de la question de l'éducation aux médias, de la question des fake news. Comment on arrive à différencier ce qui relève d'une information, ce qui relève de la rumeur? Eh bien ça, je pense que toute cette éducation à l'information, c'est aussi le rôle justement de l'audiovisuel public. La Cour des comptes pointe régulièrement les coûts
très élevé de cet audiovisuel public. Alors, est-ce que tout ça doit se faire dans une perspective d'économie ? Et puis, c'est quand même les Français qui paient à travers la redevance. Donc, quel est votre point de vue là-dessus ? Madame Ernotte avait demandé une hausse de la redevance. Alors, nous, on a imposé une réduction de la dépense. On a demandé notamment à France Télévisions de faire 47 millions d'euros d'économies pour cette année. Ça a été voté dans le projet de loi de finances. 47 millions d'économies, il faut s'en rendre compte, c'est que 1% d'économie. Et ça a provoqué, vous le savez, des discussions importantes, mais c'était nécessaire. C'est-à-dire qu'on a fait dans le projet de loi de finances un certain nombre d'économies et de baisse de la dépense publique et il fallait que tout le monde puisse y contribuer, y compris l'audiovisuel public. Aurore Bergé, on disait, Marcelo Westphred vient d'expliquer que vous étiez impliqué dans ces affaires d'audiovisuel. Vous êtes pour le maintien de Mathieu Gallet ou pour son départ ? Mais j'ai pas à me prononcer. C'est le président de Radio France. J'ai pas à me prononcer en fait. C'est pas au qui est devant le CSA ce matin. Son cas est devant le CSA ce matin. C'est pas au législateur de dire qui doit être nommé ou qui doit partir. Encore une fois, c'est le CSA qui est compétent pour décider si Mathieu Gallet doit ou peut rester. Un petit mot quand même. Vous êtes porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée nationale. Un petit mot sur l'ambiance quand même. Vous avez un président de groupe, Richard Ferrand, qui est à nouveau confronté à une information judiciaire. Il y a les discussions internes sur les questions, le projet de loi immigration-asile. Bon, on a l'impression que c'est un groupe un peu turbulent quand même. Vous savez, on est 312 avec des sensibilités, des personnalités. Au début du quinquennat, on nous disait, attendez, vous débattez pas assez au sein du groupe. Maintenant, on nous dit, attention, peut-être que vous débattez un peu trop au sein de votre groupe. Je pense qu'il y a juste un débat qui est normal et légitime. Mais vous savez, sur la loi, par exemple, sur asile, immigration, intégration, le ministre de l'Intérieur est venu devant le groupe. On a eu un débat très ouvert avec lui pendant 2h30. Et moi, je doute absolument pas de la solidarité du groupe sur ce texte. Oui. Aurore Bergé, pardon, le ministère de la Culture a annoncé hier le retrait de la référence à Charles Maurras, écrivain d'extrême droite et antisémite dans le livre des commémorations nationales 2018. Le livre sera réimprimé, il faut le savoir. Est-ce que vous saluez cette décision ? Je pense que c'était une décision de clarification au regard de l'émoi que ça a pu provoquer. Après, il faut bien distinguer ce qui relève de la célébration. La ministre de la Culture, est-ce qu'elle a un peu trop attendu ? Je ne pense pas qu'elle est trop attendue. Elle a réagi au moment qui était opportun et elle a demandé de manière très claire à ce qu'il y ait une réimpression en effet de ce livre des commémorations de manière à ce qu'il n'y ait plus cette référence. Mais il faut faire attention. Moi, je ne veux pas que demain on interdise d'enseigner Céline à l'école. Par contre, il faut l'enseigner dans un contexte qui explique qui est cet auteur et quels ont été ses engagements, ce qui ne veut pas dire quand même qu'on n'ait plus le droit de lire Céline. Et c'est ça, évidemment, la limite que l'on doit toujours se donner. Il faut toujours replacer un auteur dans le contexte dans lequel il a écrit et évidemment ce qu'il a été et ce qu'il a pu dire aussi, et clairement, notamment sur Céline ou Maurras, on sait évidemment les positions qui ont été les leurs et l'antisémitisme aussi clairement qu'ils ont prôné. Ça n'empêche pas, encore une fois, d'apprécier l'œuvre. Il faut arriver à distinguer ce qui relève de la commémoration et de la célébration de l'homme. Merci Aurore Bergé, députée de La République En Marche des Yvelines, d'avoir été l'invité de Territoire d'Info. Merci Marcelo Westphred de cette entrée dans la matinale d'Info où vous présentez le Figaro pour Public Sénat. Et puis Pascal Jalabert du Progrès de Lyon ce matin. Voilà, on passe au débrief de vos propos dans un instant. Merci. Voilà, c'est l'heure du débrief d'Aurore Bergé, députée La République En Marche des Yvelines. Et je réaccueille Michel Richard, qui était présent dans la première partie de cette matinale d'info. Vous êtes éditorialiste au Point et au Midi Libre. Rebonjour et merci d'être là. Et Guillaume Doyen, qui dirige, bonjour Guillaume, la Gazette des communes, des départements et des régions. Merci d'être là Guillaume, bonjour. Le résultat des élections législatives partielles de ce week-end, Val d'Oise et Territoire de Belfort. Alors Val d'Oise, c'est La République En Marche qui est en tête. Territoire de Belfort, c'est le candidat LR qui est en ballotage favorable. On note une très faible participation. Le PS a quasiment disparu. La France insoumise plutôt haut. Ça n'inquiète pas Aurore Bergé. Elle n'y trouve pas une tendance. Non, ce qui devrait l'inquiéter, c'est cette extrêmement faible participation qui intervient comme une réplique par rapport aux élections que nous avons vécues précédemment, et même une aggravation, si vous voulez. On est à un moment où Emmanuel Macron a fait suffisamment de choses pour que les citoyens puissent se déterminer, au fond, sur un programme, exprimer éventuellement leurs inquiétudes, leurs désaccords ou leur accord. Ça n'a pas été le cas. Voilà. Donc, est-ce qu'on a un détachement progressif et aggravé de la vie politique ? C'est pas une nouvelle réjouissante, indépendamment du classement dans lequel se trouvent les candidats. Et le PS qui a disparu, quasiment.
Oui, c'est la poursuite d'un mouvement probablement long et qui n'affecte à mon avis pas que le PS à terme, également les Républicains, mais on en parlera, je pense. Absolument. Trou d'air pour Emmanuel Macron qui perd des points dans plusieurs sondages, dont celui de Dodoxa pour l'Express, c'est moins 5 points pour Emmanuel Macron. Est-ce que c'est quoi le résultat de plusieurs semaines agitées de polémiques? Est-ce que c'est quoi une réplique, comme on dit? C'est un soubresaut, oui. Alors, pour le coup, je suis assez d'accord avec ce que dit Aurore Berger, c'est-à-dire, voilà, ça vient, c'est le jeu des sondages, s'ils étaient... ça vient immédiatement quand même. Oui. L'opinion, elle réplique quasi immédiatement. Mais oui, naturellement, mais voilà, elle est sollicitée pour tout et n'importe quoi, l'opinion. Regardez le nombre de journaux qui tous les jours, ou de sites qui tous les jours ont la question du jour. Que dis-je du jour de la demi-journée? Que dis-je de l'heure? Alors ils sont sommés, n'est-ce pas, de se prononcer comme ça sur tout, sommés. Alors bon, voilà, c'est des petites... voilà. Heureusement, écoutez, si les sondages donnaient des électroencéphalogrammes politiques plats, qu'est-ce que ce serait ennuyeux? Mais que diraient les éditorialistes politiques? Ils n'auraient rien à dire. Ce serait très fâcheux, n'est-ce pas? Guillaume Doyen, sur ces sondages. Écoutez, on est toujours surpris de savoir comment les gens peuvent même se déterminer vis-à-vis de questions extrêmement complexes après une longue journée, une longue semaine de labeur qu'ils ont consacrée à toute autre chose. Donc voilà, j'y prête pas plus attention que ça. On revient sur le PS, avant de parler de la République En Marche, donc le parti auquel appartient notre invité politique de ce matin, Aurore Berger. Il y a un an, jour pour jour, c'était la victoire de Benoît Hamon à la primaire du PS. Quand on voit où en est le PS aujourd'hui, ça en dit long. Ça en dit... Alors, en fait, si je vous demandais quel est le projet du PS? En fait, on a peut-être du mal à le définir, je pense. Quel est le programme? Vous pensez? Laissez-moi 2-3 heures de temps pour vous le dire. Donc voilà un parti qui n'a plus de projet, qui n'est plus positionné sur l'échiquier politique, qui est dans une primaire à nouveau pour la désignation du poste de premier secrétaire. Avec des gens certes respectables, mais qui ne sont pas des têtes d'affiche, mais qui vont peut-être le devenir. Ne soyons pas négatifs. Mais en tout cas, comment voulez-vous qu'en l'absence de projet et d'idéologie, je dirais même identifiée, les Français s'y intéressent? La République En Marche, un groupe parlementaire presque pléthorique. Ah oui, 312. 312. Députés, oui. Aurore Berger vient d'en parler. Qu'on dit d'ailleurs un peu tellurique là aussi, traversé par des courants souterrains divers. Tant mieux que 1000 débats s'épanouissent comme autant de fleurs. Vous êtes d'accord avec Aurore Berger là-dessus? Mais écoutez, navré, mais oui, parce que c'est vrai que quand il n'y a pas de débat, on dit, alors voilà, c'est des godillots, ce sont tous des députés largement inexpérimentés, ils viennent d'un monde où ils ont tout à apprendre, ils ne connaissent aucun code politique, ni parlementaire, rien. Par conséquent, ils sont là, ils marchent au pas, on leur dit de voter, ils votent, etc. Donc, parti godillot. Aujourd'hui, avec maintenant 6-7 mois d'expérience, si je puis dire, ils reprennent un peu de poil de la bête, ils s'expriment, on aborde des sujets, notamment sur l'immigration, par exemple, où on voit bien que leur sensibilité, parce que justement, beaucoup sont venus de la société civile, du monde associatif, humanitaire, etc., ils savent là de quoi ils parlent, parce qu'ils ont une expérience de terrain. Et par conséquent, ils se posent des questions, et puis ils se rebiffent, ils rechignent, ils couinent, c'est très bien. Écoutez, on ne va pas se plaindre quand ils sont alignés et se plaindre quand ils ne le sont pas. Moi, je pense que ça fait partie de la vie parlementaire qu'il y ait ces débats. Et puis, vous savez, le rôle d'un parlement, c'est de voter ou de ne pas voter les lois proposées par le gouvernement. Alors après ça, on verra au moment du vote. Mais là, nous sommes dans une période, et encore une fois qui me paraît saine, de discussion, d'ajustement, ce qui veut dire qu'il y aura des pas faits par les uns et par les autres, et pour aboutir à un texte qui satisfera à peu près tout le monde. Vous avez fait référence à des godillots, c'était l'époque du gaullisme triomphant. On passe à LR. Ce week-end, c'était pas des godillots. On a vu clairement une ligne de fracture entre Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, qui est donc maintenant toujours républicain bien sûr, et Laurent Wauquiez, qui vient d'être nouvellement élu. Visiblement, de gaullisme. Est-ce qu'on peut encore appeler ça du gaullisme ? Ça me laisse un peu dubitatif.
Je pense qu'ils ne savent plus où ils en sont, ou du moins que l'espace qu'ils occupaient l'est occupé maintenant par la République En Marche, par le macronisme, qui n'est pas ni gauche ni droite, mais ni Elle est gauche, triste ni pour gauche. son ancien parti, Aurore Berger, vous avez entendu ? Mais son ancien parti, elle fait mine d'être triste pour son ancien parti. Mais plus il se délitera, plus il se dispersera, et plus son parti actuel en sortira renforcé. Donc, bon, je ne doute pas qu'elle ait un peu de nostalgie, mais je crois qu'elle est la gagnante de l'affaire. C'est quoi ? C'est l'élection de Laurent Wauquiez ? Sans compter, pardon, mais pour le coup, de lui donner un petit coup de pied de l'âne, Aurore Berger, après en avoir dit du bien, c'est que son parti, elle a, quand on regarde sa brève carrière politique, elle a soutenu tout le monde. Elle a été sarkozyste, elle a été copéiste, elle a été juppéiste, elle a été filloniste. Bon, alors... c'est pas la seule. Ah non, mais c'est pas la seule. Non, puis on a le droit de changer, c'est même un signe d'intelligence. Mais ce que je veux dire, triste pour son parti. Pour quelle partie de son parti est-elle triste ? C'est la ligne Wauquiez qui est en question, là. Il n'arrive pas à souder maintenant. C'est ça qui s'est passé ce week-end ? Oui, c'est sans doute la ligne Wauquiez. Alors, toute la question, au fond, c'est de savoir si Wauquiez a épousé cette ligne-là pour se faire élire par une base militante dont il sait qu'elle est un peu radicale, un peu dure, un peu extrémiste, sans aller trop loin dans les mots, et puis que ensuite sa gouvernance et son mode de fonctionnement à la tête des Républicains sera plus ouvert, plus œcuménique, ou pas. Ah, écuménique ou pas ? Plus ouvert, plus écuménique ? Ce que vous venez de dire est parfaitement exact. Je n'ai pas grand-chose à rajouter d'autre que le tempérament de Wauquiez lui-même peut aggraver, si vous voulez, ce phénomène de rupture. Il n'est pas facile, si vous voulez, il est insaisissable et il peut être dur. Merci Guillaume Doyen qui dirige la Gazette des communes, des départements et des régions régulées de cette matinale d'info. Et merci Michel Richard, éditorialiste au Point et au Midi Libre, dont on peut retrouver l'article dans le midilibre.fr aujourd'hui. Merci beaucoup. On passe au Zap Monde, un résumé en quelques minutes de ce que vous devez savoir de l'actualité et aussi du monde avec notre partenaire TV5 Monde. À tout de suite. Il venait de rejoindre ses partisans dans le centre de la capitale. Alexeï Navalny a à peine le temps de saluer ses soutiens qu'une dizaine de policiers procèdent à une arrestation musclée. Très actif sur les réseaux sociaux, Alexeï Navalny, c'est la bête noire de Vladimir Poutine. Déclaré inéligible en raison d'une condamnation pénale, l'opposant y voit la main du Kremlin. Ce dimanche, Navalny est arrêté pour la 4e fois, cette fois-ci pour organisation d'une manifestation non autorisée, a indiqué la police. Pendant les quelques heures que vont durer sa détention, les autorités vont en profiter pour perquisitionner ses bureaux, interrompant la diffusion d'une émission et arrêtant des membres de son équipe. Tentation révisionniste en Pologne ? Un projet de loi lancé en 2013 par les ultra-conservateurs vient d'être approuvé par les députés et défendu par le vice-ministre de la Justice en personne. Quiconque accuse la Pologne de crimes allemands nazis sera passible d'une condamnation allant jusqu'à 3 ans de prison. 73 ans après la libération du camp d'extermination d'Auschwitz, l'affaire crée sans surprise l'émoi pour commencer en Israël. Ce projet de loi doit être amendé. Nous n'accepterons aucune tentative de réécrire l'histoire et aucune limite à la recherche de la vérité historique. Pour les autorités maliennes, il s'agit d'une vaste action terroriste. Elle viserait à déstabiliser le pays à quelques mois d'hypothétiques élections présidentielles, a priori en juillet prochain. Ce dimanche, l'attaque meurtrière a eu lieu aux abords d'un poste militaire près de Ménaka à l'est. La veille, c'était au tour d'un camp militaire malien au nord, à Soumpi, près de Tombouctou, d'être visé, faisant plusieurs victimes militaires. C'est tout un pays qui doute de sa capacité à vaincre le terrorisme, à l'image des défections en série qui touchent son armée. 36 gendarmes maliens déployés dans le centre du pays ont été arrêtés cette semaine pour désertion. Mardi, c'est un sergent des FAMA qui a été mis aux arrêts après avoir publiquement critiqué sa hiérarchie. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle émission. Bonne journée à tous.